Bonjour tout le monde. L'assistante est un peu clairsemée depuis hier soir, mais merci d'être venu relativement tôt dans un climat qui est un peu plus clément que celui d'hier, mais ça peut quand même dans la journée. Donc on va continuer aujourd'hui par la session 2. Donc il y aura 3 conférences ce matin, puis après on va passer à l'exercice des ateliers qu'on vous présentera tout à l'heure. Les 3 conférenciers ce matin seront sur des sujets très, très différents et très complémentaires pour avoir un regard sur la complexité des forêts, qui est d'une part celle d'un modélisateur qui utilise des modèles pour essayer de faire sens autour de la complexité. Un deuxième sur est-ce que complexité veut nécessairement dire plus de biodiversité, quelles sont les relations entre les deux. Et le troisième, ce sera sur un sujet plus exploratoire, qui est celui de l'interaction entre la complexité et le microbiome des arbres, en sachant qu'en général, quand on parle de complexité, on voit bien la complexité par rapport aux espèces d'arbres, aux espèces végétales, on oublie qu'il y a la partie terrestre qui est très importante. Donc, je vais donner, ne pas faire toute de présentation, je vais donner tout de suite la parole à Xavier Morin, qui va nous parler de ce que disent les modèles par rapport à la complexité dans les forêts. Xavier, tu as la parole. Merci beaucoup, et donc bonjour à tous. Donc oui, pour moi aujourd'hui, voilà, la commande, on va dire, était d'essayer d'illustrer comment la complexité en forêt est prise en compte dans les modèles et comment on peut tester son effet. Alors d'abord, je me suis demandé, alors moi j'ai raté la présentation de Christian Missier, c'est quoi la complexité? Donc je pense qu'en tout cas, dans ce qui peut être pris en compte dans les modèles actuellement, c'est principalement bien sûr la question de la diversité en espèces, mais aussi également, ça commence de la diversité intraspécifique, en termes de provenance, voire même de variabilité génétique. Bien sûr, la complexité de la structure. Alors, la structure, ça peut être à différentes échelles, que ce soit à l'échelle du peuplement lui-même ou plutôt à l'échelle paysane. Et puis, bien sûr, la complexité des interactions, que ce soit, bien sûr, entre les espèces d'arbres, mais également en termes, par exemple, d'interaction. Et puis, alors, l'effet de la complexité, il fait sur quoi? Principalement sur le fonctionnement, dans la catégorie de fonctionnement, principalement, par exemple, la productivité des forêts. Bien sûr, il y a également la biodiversité associée. On a notamment des indicateurs qui font des passerelles entre, voilà, par exemple, la structure, la diversité en arbre et la diversité en, par exemple, végétale ou animale associée. Bien sûr, les réactions face à la gestion. Donc, c'est principalement, je veux dire, sur ces 3, c'est-à-dire 3 choses que les effets sont étudiés. Et puis, après, sur la question de qu'est-ce qu'on regarde par rapport donc, à ces différentes choses, ça peut être soit leur état, donc en gros, par exemple, c'est simuler le fonctionnement, ou ce qu'on appelle la résilience, donc en gros, tout ce qui est une réponse, notamment à des contraintes ou des drivers. Et puis, généralement, on va commencer cette présentation sans justifier pourquoi utiliser des modèles. Alors parfois on n'a pas le choix, en forêt c'est le temps long, donc voilà, il faut utiliser des modèles. Mais je pense plus généralement, alors on va pas forcément être d'accord, mais voilà, moi j'estime, notamment mes co-auteurs, qu'on a, on a 3 grandes catégories d'utilisation des modèles. Bien sûr, la première, c'est valider la compréhension d'un mécanisme. On observe un mécanisme sur le terrain, on essaie de le reproduire avec un modèle, en disant que du coup, les hypothèses qui sont dans le modèle vont permettre d'inférer en fait, les processus qui sont retenus dans la vraie vie. L'autre chose, c'est bien sûr, comme j'ai dit, sur le long terme, faire des prédictions, typiquement prédiction d'impact changement climatique ou prédiction de nouveaux types de gestion, encore une fois, sur ces différentes variables. Et puis, moi, une dernière catégorie qui, moi, en tout cas, me tient particulièrement à cœur, c'est le fait qu'avec des modèles, on peut en fait établir de nouvelles hypothèses, parfois même par surprise. Et donc, par la suite, je vais pas à chaque fois catégoriser, mais globalement, tous les exemples que je vais montrer, relèvent d'une de ces 3 catégories, voire parfois de plusieurs, parce que bien sûr, parfois, les choses sont entremêlées. Alors, par la suite, je vais vous donner en gros plusieurs exemples, surtout à la fin, 2 exemples de mes travaux plus particulièrement. Voilà, j'avais voulu faire comme cette petite classification qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà, en gros, en classant les types, on va dire les grandes familles de modèles qu'on utilise en écologie forestière, on va dire. Que ce soit donc bien sûr qui varient en fonction de leur échelle pertinente de travail.
Alors, j'ai mis une classification comme ça, mais un même modèle, par exemple les modèles écophysiologiques, là, en bas à droite, peuvent très bien travailler sur une échelle spatiale variable. Et puis, ici en abscisse, la philosophie de modélisation, soit corrélative, soit vraiment basée sur les processus. Donc voilà. Et alors, par la suite, je vais vous montrer des exemples de certains de ces modèles à chaque fois. Donc, c'était juste pour illustrer le fait que les modèles qu'on utilise dans l'économie forestière, ils varient par leur domaine d'application, d'application, que ce soit bien sûr sur ce qu'ils simulent, mais également sur la résolution spatiale, et sur la philosophie qui est la leur, qui bien sûr, du coup, ça n'a pas la même conséquence lorsqu'on interprète. Donc, donc en revenant sur le terme, l'intérêt des modèles pour étudier la complexité en forêt, par exemple, typiquement, c'est par exemple sur l'aspect validation, il y a un certain nombre de travaux qui ont porté sur essayer de simuler les différentes intersections de la lumière entre des forêts monostrates, souvent monospécifiques, mais pas forcément, et des forêts complexes. Par exemple, avec plusieurs essences qui occupent des strates différentes, mais également des forêts où les arbres même du VSS sont des âges différents. Et alors, je ne rentre pas dans les détails, là, en gros, c'est un modèle vraiment d'écophysio qui a permis de reproduire, en fait, par exemple, les gap fractions, donc les trous dans la canopée, entre des mesures estimées sur le terrain, sur une plantation, côté de eucalyptus, et donc ce que présente ce modèle Maestra. Donc là, l'intérêt, c'est d'être capable de reproduire la structure d'un peuplement à partir de la physiologie implémentée dans le modèle. Également, alors il y a aussi parfois des modèles qui sortent un peu du schéma que j'ai montré tout à l'heure, donc des modèles vraiment purement théoriques. Donc c'est notamment dans le travail fait par Thomas et ses collaborateurs, là l'idée c'est, étant donné qu'il y a un débat sur l'hétérogénéité de structure et son effet sur la productivité, il y a divers exemples qui montrent qu'on a des forêts hétérogènes en structure, et d'ailleurs ça stimule la productivité, et puis il y a des exemples qui montrent l'inverse. Et donc là, l'idée c'était d'avoir des bases un peu théoriques sur quels sont les attendus. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va en parler avec Thomas si vous voulez, mais la conclusion c'est ça dépend, je crois. Et qu'en fait, notamment, ce qui est intéressant, c'est de montrer que cette variabilité de résultats peut être en partie liée au rôle de la croissance ontogénique, donc différence d'âge dans les peuplements. Également, par exemple, une autre famille d'applications, c'est par exemple de pouvoir tester, donc encore une fois, ici le modèle on reste à Grenoble avec le modèle Samsara, de tester, si avec un modèle donc individu centré et qui permet de simuler la structure de peuplement hétérogène, si on arrive à mettre en évidence des synergies, des compromis entre différents services, par exemple entre le volume récolté et les très gros bois dans la forêt, ou entre les très gros bois et la richesse de la biodiversité végétale associée, notamment héliophile. Également, toujours à Grenoble, donc l'idée là, c'est de faire des comparaisons de modèles dans ce projet-là, Maestro, pour tester l'effet de la structure forestière sur la résilience aux tempêtes. Alors j'ai passé très vite, c'est un truc qui m'a envoyé plein de diapos, mais en gros l'idée dans ce projet, c'est d'avoir pu tester à la fois des choses vraiment à l'échelle du peuplement, donc entre pied à pied ou est-ce que l'hétérogénéité de structure pied à pied, et également une diversité à l'échelle du paysage. On a différents types de peuplement qui varient dans l'espace. Alors j'ai dû me focaliser sur un résultat à l'échelle vraiment locale, où en gros, en comparant plusieurs modèles, ils ont appliqué en fait différents scénarios de tempête, et en gros, ils ont montré que, alors certes, évidemment, il y avait quand les dégâts augmentaient avec la force des tempêtes, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, ils ont trouvé que l'hétérogénéité de taille avait très peu d'effet sur la résilience des peuplements aux tempêtes, et la richesse spécifique, un petit effet, mais mineur comparé aux autres drivers. Et puis j'en arrive bien sûr à quelque chose qui, on va dire depuis 15 ans maintenant, est vraiment bien étudié par les modèles forestiers, qui est l'effet de la diversité en essence et en espèces sur le fonctionnement. Alors ça, on fait ça finalement avec des modèles de dynamique forestière. Alors ces modèles, je vais passer vite sur l'esprit, c'est des modèles qui simulent des petits patchs de forêt, qui peuvent être individuels ou concentrés, et surtout ce qui est important, c'est qu'ils peuvent être
soit plutôt empirique, soit très orienté processus. Il y a vraiment toute une gamme dans ces modèles. Par exemple, mais le schéma classique, c'est ça, c'est en gros, on prend un pool d'espèces et on simule l'établissement, la croissance, la mortalité en réponse à des contraintes, typiquement la température, le climat ou la gestion, et on obtient une forêt, une parcelle forestière avec sa composition et son fonctionnement, par exemple, sa productivité. Et ben, donc moi, ce que j'ai fait, commencé à faire quand j'étais à Zurich il y a plus de 10 ans, c'est de faire des espèces d'expérimentations virtuelles de diversité où on change le nombre d'espèces dans la forêt au départ de la simulation, et puis on regarde ce qu'on obtient. Et globalement, on avait obtenu, là c'est sur 11 sites en Suisse, en Allemagne, une relation fortement positive entre la richesse réalisée, c'est-à-dire en fin de simulation, c'est-à-dire même si on perd des espèces en cours de route, et la productivité. Et on était content parce que, alors ça c'est des choses, là c'était un peu triché, c'était tous les sites ensemble, si on regardait les choses site par site, on a toujours dans la propositive, ce qui est intéressant, c'est que ça varie un peu selon les conditions du site, et entre des formes unimodales ou singulières. Et on était content parce que globalement, ces résultats étaient conformes aux attendus à l'échelle peuplement, et surtout la gamme de stimulation de productivité en fonction du changement de nombre d'espèces était assez cohérent avec ce qu'on mesurait sur le terrain, par exemple avec des données d'inventaire. Alors bien sûr, l'intérêt d'utiliser un modèle, c'est que typiquement, on peut essayer de chercher pourquoi on a ça, on obtient ça dans le modèle. Alors, toutefois, j'ai pas le temps de vous détailler, on est arrivé à ce schéma explicatif. J'ai pas trop le temps de vous détailler, mais ce qui est important, c'est que en gros, ça se joue sur notamment le fait que les forêts mélangées peuvent avoir plus de feuilles en moyenne, plus de LAI, mais également une plus forte hétérogénéité de hauteur, encore une fois en moyenne dans la canopée, ce qui permet les deux ensemble en fait d'avoir une meilleure productivité. Et si on simplifie encore, en fait, quelque part, même si quand on a fait cette étude, le terme canopy packing n'existait pas encore, enfin, n'avait pas encore été publié, c'est un peu ça qu'on montre. C'est-à-dire que quand on augmente la richesse du peuplement, on a une meilleure, en moyenne, encore une fois, en moyenne, une meilleure complémentarité d'utilisation des ressources, et donc une meilleure stratification verticale du peuplement qui induit plus de volume de feuilles et donc plus de productivité. C'est une simplification, il y a aussi l'histoire de l'augmentation du turnover d'arbres morts et qui sont remplacés, mais on n'a pas le temps. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça, c'est un exemple de lien entre la diversité en essence et la diversité de structure. Alors, d'autres exemples, comme Hervé, on a parlé hier, qui était obligé de rajouter ça. En fait, on a aussi regardé, donc là, je parlais au fait d'une variable d'état, donc la productivité moyenne, mais également sur la résilience, notamment à des événements extrêmes, typiquement dans notre cas de sécheresse. On a pu montrer que, j'ai simplifié, que, en fait, en conditions favorables, on avait donc bien un effet positif du nombre d'espèces sur cette résilience de la productivité, et qu'on avait également la même chose en conditions stressantes, mais encore plus marquée. Donc ça validait en quelque sorte une extension, on va dire, de la stress gradient hypothesis. Mais bon, voilà, ce qui est important, c'est que voilà, on a cet effet vraiment plus fort en conditions stressantes, et donc voilà, en extrapolant, importance encore plus marquée de la diversité en conditions de changement climatique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, encore une fois, essayé de démêler les mécanismes, et on a trouvé que ce qui était en jeu, en fait, c'était l'asynchronie de réponse entre les différentes espèces de la communauté face aux petites perturbations. En l'occurrence, quand un arbre meurt, voilà. Il y a donc un trou de lumière, et quand on a une forêt plus diversifiée, en structure et en espèces, ça répondait plus vite à ces nouvelles conditions. Et ça, on a eu la confirmation dans un site spécifique, donc au cours de la thèse de Marion Jourdan sur des préceptes de terrain dans les Alpes. Donc on était content. Un autre petit résultat, je trouvais sympathique, c'était en fait on a essayé de faire la même chose mais en pensant à l'envers, c'est-à-dire en pensant en termes de nombre d'extinctions. Donc on est parti de la forêt avec toutes les espèces et puis on a enlevé des espèces une à une. Alors, soit on les a enlevées au hasard, soit on les a enlevées en fonction de leur tolérance à la sécheresse croissante. Et donc en fait ce qu'on a trouvé c'est que encore une fois en faisant plein de simulations, que les extinctions aléatoires montraient, alors là c'est sur la biomasse, montraient une diminution de biomasse avec l'extinction qui était moins forte que lorsque les extinctions étaient liées au changement climatique, liées à la tolérance à la sécheresse. Donc ça illustrait bien en fait l'importance du rôle fonctionnel dans des espèces dans cette relation diversité-fonctionnement. Et l'intérêt notamment de regarder les choses pas seulement par des extinctions au hasard ou des ajouts d'espèces au hasard comme on avait fait auparavant.
Alors je reviens un peu sur mon schéma explicatif là, parce qu'en fait, de tout à l'heure, donc sur le lien entre diversité et fonctionnement, parce qu'en fait l'histoire est plus complexe. En fait, donc ça, c'est ce qu'on trouvait, voilà, le patron général à la ligne verte là, et puis en pointillé, c'est si je regardais les choses pour chaque arbre individuellement. Donc ça ne va plus à l'échelle placette, à l'échelle arbre. Et bien à l'échelle arbre, j'ai un peu exagéré, mais même on avait un effet vraiment très mineur de l'augmentation du nombre d'espèces sur la productivité individuelle. Et en fait, pourquoi? Il s'avère en fait qu'un effet hyper important dans les simulations, c'est que à l'échelle du peuplement, c'est surtout le fait que les mélanges ont en moyenne, encore une fois en moyenne, un plus grand nombre d'arbres qui explique en fait cette stimulation de la productivité. Et donc, c'est posé la question, mais déjà en fait, il y a 10 ans à Zurich, de est-ce que ça c'est un artefact du modèle ou est-ce que c'est un patron vrai? Donc, vous parlez de surprise grâce au modèle, ça en fait partie par exemple. Alors, petit aparté sur des vraies données quand même. Du coup, j'ai voulu un peu creuser et donc tester donc si la densité maximum des peuplements mélangés, est-ce qu'elle était vraiment plus forte en moyenne que les peuplements monospécifiques? Et si oui, est-ce que cela jouait sur la productivité? Et en fait, il y avait très peu de théories là-dessus, à part voilà, quelques publis, notamment les travaux d'Ansprecht. Hein. Il y avait, même si c'était pas tout à fait dans ce même contexte, dit peut-être effectivement que dans certains cas, les peuplements mélangés ont plus d'arbres que les peuplements monospécifiques. Et donc on a testé ça donc avec les données en fait du réseau Fundiv, du projet Fundiv dont on a parlé un peu hier, donc qui a compilé des données des inventaires européens de 6 pays. Et globalement, ça c'est les données brutes. Hein. Donc vous voyez nombre d'espèces en abscisse et donc densité d'arbres en log en ordonnée par espèce, par pays. Donc Allemagne, Espagne, Finlande, France, Suède. Bon, ça marche pas pour la Wallonie, mais bon, ce qui doit manquer les Flandres. Non, c'est là où on avait le moins de données. Donc voilà, en fait, on ne trouvait pas non plus la tendance inverse, hein, mais voilà, c'était pas significatif. En tout cas, voilà, là on avait donc bien cette tendance. Et alors bien sûr, notamment Patrick Vallet dirait quand même, et ça serait bien de faire plus ces droits d'auto-éclaircie pour prendre en compte l'effet que peut-être c'est parce qu'il y a plus de petits, qu'on a plus d'arbres. Et en fait, on a donc recalculé les droits d'auto-éclaircie pour chaque pays en fonction de la richesse spécifique. Et donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais globalement, toujours pareil, les 5 pays où c'est significatif, où il y a le plus de données, eh bien, les droits d'auto-éclaircie où il y a pour les communautés les plus riches, se situent bien au-dessus, donc avec plus d'arbres que celles moins riches. Donc, ok, on était content, ça validait un peu notre hypothèse sur le terrain. Je vais passer ça c'est en plus, il y avait des disparités régionales, notamment plus marquées dans les endroits aux conditions plus difficiles, encore une fois. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, est-ce que ça a un lien avec la productivité? Et alors ça, pour diverses raisons, on a dû le faire avec des modèles, parce qu'il y avait trop de facteurs confondants sur le terrain. Et en plus, on a eu besoin d'un nouveau modèle où, en fait, on pouvait contrôler pour la densité, pour justement tester la réalité de cet effet, c'est-à-dire de comparer des communautés à densité libre avec des communautés avec des densités fixes, pour tester ce que j'appelais le tree packing effect, où en gros, en plus de l'effet avec le canopy packing, on a un effet d'augmentation du nombre d'arbres dans les communautés qui augmente la productivité. Alors pour ça, on a donc développé l'historique du modèle Forceps, en fait, qui a commencé il y a 10 ans. C'était en fait, à l'origine, c'était pour tester ça, notamment pour comparer, pour pouvoir contrôler pour la densité, pour comparer les deux types de peuplement. Donc modèle qu'on avait validé en termes de productivité sur l'Europe, dans des peuplements à la fois monospécifiques et mélangés. Je passe sur ça. Bon, voilà, mis du temps à faire ça, je suis content de vous montrer. Voilà, le modèle Forceps sur 1000 ans de simulation, par exemple. Donc voilà, un gap modèle, sinon tout ce qui est le classique. Et donc pour tester cette hypothèse de est-ce que quand on a une augmentation est-ce que l'effet de la diversité est moins fort quand la densité est contrôlée, quelle que soit la densité d'ailleurs. Et donc voilà, le plan de simulation c'était ça, on a pris plus de 1000 points en Europe. Et à chaque fois, on a comparé 3 scénarios, soit densité fixe, donc à 500 par hectare ou 1500 par hectare, soit libre. Mais bien sûr, quand c'est libre, il y a aussi de la compétition et de l'exclusion compétitive. Donc on peut en fait avoir moins d'arbres que 1500 par exemple. Ça, c'est important. Et puis on a fait ça pour 22 espèces. On a pris 22 espèces, on a testé, on peut pas tout tester, voilà, un peu plus de 2000 combinaisons d'espèces. Bref, plus de 7 millions de simulations plus tard et 1 an de simulation. On a obtenu ça. Je passe très vite, c'est juste pour montrer, voilà, notamment les graphes du haut sur les densités réalisées.
Vous voyez le pic à 500, le pic à 1500, parce que bien sûr, parfois, les espèces par exemple, monoculture, elles n'arrivent pas à avoir des densités à 1500 par hectare, c'est pour ça qu'on a cette queue ici. Et puis, sinon, la densité libre, vous voyez, on occupe tout le panier. Enfin, toute une gamme entre voilà, 0 et on va dire 2000. Je passe aussi sur la méthode pour estimer l'effet de la diversité sur la productivité. En fait, c'est Patrick Vallet qui a développé un petit modèle stat. Ce qui est important, c'est qu'on fit en fait un paramètre bêta là, qui en fait, en gros, s'il est positif, ça veut dire que la relation diversité-productivité est positive. Et donc, ça fait quelque chose d'objectif pour comparer les scénarios entre eux. C'est juste ça qui est important ici. Et donc, c'est ce bêta qu'on a représenté ici. Et donc, vous pouvez voir, voilà, ça c'est les deux densités fixes, et ça c'est quand on met la densité libre. Et donc, il y a plusieurs enseignements à tirer de ce graphe, très simple pourtant. C'est que déjà, quand on est à faible densité, on a l'effet de la richesse est faible, voire nul, parce que, en fait, tout simplement, l'hypothèse, c'est qu'on a trop peu d'interactions entre les arbres. Lorsqu'on augmente la densité d'arbres, en fait, l'effet de la diversité augmente, l'effet de la richesse augmente donc avec la densité, parce que là cette fois, il y a interaction. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que là, quand on compare ces deux-là, en fait, on obtient, en fait, on peut estimer le canopy packing cette fois, parce qu'on a la densité fixe. Donc, le seul truc qui joue, c'est les complémentarités de couvert entre les espèces. Et on arrive, en fait, à des valeurs moyennes de canopy packing. Encore une fois, peut-être c'est par chance, mais assez cohérente avec ce qui est rapporté dans la littérature. Et puis, bien sûr, enfin, voilà, l'effet du tree packing semble très fort sur le lien entre diversité et productivité, d'après le résultat de simulation. Et il varie dans l'espace aussi. Là, vous voyez, c'est encore une fois, c'est les représentations de la force de l'effet. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que, vous voyez, encore une fois, dans les zones difficiles, nord de l'Europe, sud de l'Europe, c'est là où, même en densité fixe, on a les meilleurs effets de diversité sur le fonctionnement. Et puis, on a quelque chose aussi marqué, mais cette fois avec une tendance générale positive, avec la densité libre. Donc peut-être le point surtout important ici, c'est pour Hervé notamment, peut-être qu'il faut reconsidérer les résultats de l'expérimentation, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire, que les expérimentations c'est super utile pour démêler les processus, pour je se connais tout. En fait, souvent on contrôle cette densité et donc peut-être qu'on rate une partie de l'effet bénéfique de la diversité sur le fonctionnement. Et puis, je terminerai avec ces perspectives où, bien sûr, on va essayer toujours d'aller plus loin avec ces effets de diversité en espèces et en structure, notamment pour développer des pistes de gestion. Également, on peut, pour encore aller plus loin aussi, introduire l'effet de cette fois intraspécifique pour essayer de voir est-ce qu'on a des dynamiques éco-évo, notamment des dynamiques adaptatives. Si vous voulez parler de ça, vous pourrez parler avec Louis Debresse qui est dans la salle aujourd'hui. Également, on peut bien sûr améliorer et tester toujours ces histoires d'interaction structure-diversité en espèces avec des données lidar. Ça aussi, vous pouvez parler avec Camille, qui a d'ailleurs des posters à l'extérieur. Et puis, sinon, on va dire ça, c'est en ce moment aussi, c'est ce qui m'occupe beaucoup, de faire du couplage de modèles plus physio pour aller un peu plus loin dans les mécanismes et surtout pouvoir tester des effets de scénarios de gestion futurs pour cette fois pas seulement regarder la productivité, mais toute une famille de services écosystémiques en contexte de changement climatique. Et par exemple, tester si le mélange est plus efficace pied à pied ou à l'échelle paysage. Et ça, vous pouvez en parler avec Tanguy, qui est là aussi, encore une fois, et qui est thésard du projet FISA, où on cherche vraiment là, à aborder cette question à l'échelle nationale et sur des sites pilotes. Et puis voilà, je vous laisserai ça enfin, juste pour finir sur le fait, voilà, essayez de vous convaincre un petit peu, voilà, que les modèles, c'est surtout des outils clés pour tester des questions en écologie forestière et explorer des solutions, avec toujours ces trois composantes-là qu'on avait posées tout à l'heure. Et je remercie mes trois co-auteurs, Patrick, Maud et Johannes pour les discussions avant, et puis d'autres gens qui se reconnaîtront, et notamment François de Coligny, sans qui tout ça ne serait pas possible. Merci.